Napata est à la fois le nom d'un royaume antique d'Afrique et le nom de sa capitale. Son nom est attaché à la deuxième période du royaume de Kush, après le royaume de Kerma et avant celui de Méroé. Situé en aval de la quatrième cataracte du Nil, le site est sur la liste du patrimoine mondial en Afrique au Soudan. Les ruines de la ville antique sont situées au pied du Jebel Barkal, un promontoire rocheux qui domine la vallée et le fleuve et qui très tôt a été identifié comme une montagne sacrée dans laquelle résidait le dieu Amon lui-même. Le culte de cet Amon de Napata s'est développé dès la 18e dynastie, remplaçant ou absorbant par syncrétisme le culte d'une ancienne divinité locale dont l'animal sacré le bélier finit par se confondre avec celui de l'Amon égyptien. De ce fait, l'Amon de Napata sera souvent représenté sous la forme d'un dieu anthropomorphe à tête de bélier assis sur son trône siégeant au cœur même de la montagne, son siège, et coiffé des deux hautes plumes du dieu thébain. De nombreux sanctuaires et des nécropoles sont édifiés à l'ombre du Jebel Barkal à la lisière entre le désert et les terres cultivées, tandis que la cité se développe jusque sur les bords du fleuve. Au Nouvel Empire, Napata se trouve au cœur d'une région sous la coupe réglée d'une administration pharaonique sous les ordres du fils royal de Kush, sorte de vice-roi gouvernant au nom de Pharaon, et commandant les armées. Ce gouverneur militaire ne réside pas à Napata mais à Aniba, située plus au nord, qui reste la capitale régionale pendant la domination égyptienne. Napata, elle, voit s'installer une forte communauté religieuse en raison de la sainteté de son temple et de ses cultes. La cité devint alors un lieu de pèlerinage important, idéalement situé sur la route commerciale reliant le cœur de l'Afrique au Nil par lequel transitaient toutes les marchandises à destination ou en provenance de l'Égypte et du monde méditerranéen. Elle en recevait les prébendes lui assurant sa prospérité économique. À la fin de la 20e dynastie, c'est de Nubie que Ramsès XI, dernier pharaon du Nouvel Empire, fera venir les troupes nécessaires au rétablissement de l'ordre en Égypte, et à la suite de la disgrâce du dernier fils royal de Kush, Panéhésie au profit du nouveau grand prêtre d'Amon-Hérior, le contrôle de la région semble peu à peu échapper aux Égyptiens, de moins en moins capables de maintenir leur domination sur la totalité de leur empire. Ce retrait ne semble pas avoir signifié le déclin du pays et Napata devient alors la principale métropole, ravissant à Aniba son rôle de siège de l'administration régionale. Sous la 21e dynastie, il est probable que le contrôle de la Basse-Nubie soit resté aux mains des grands prêtres d'Amon et du clergé thébain, tandis que la Haute-Nubie aurait davantage appartenu à celui de l'Amon résidant au Jebel Barkal. Si les liens entre les deux clergés se sont maintenus, la suite des événements reste obscure pendant l'anarchie libyenne qui acheva de morceler le royaume d'Égypte en plusieurs principautés qui se disputèrent la double couronne. C'est dans ce contexte qu'une nouvelle principauté se développe en Nubie depuis Napata, capable de rivaliser avec les roitelets du Nord pour le contrôle total de la vallée du Nil. Une stèle érigée à Napata au 8e siècle présente un roi couchite, dont la titulature a été martelée, comme le seul souverain légitimé par le dieu Amon, nommant à sa guise les roitelets et les chefs libyens qui se partageaient l'Égypte à cette époque et tenaient leur légitimité du bon vouloir de généraux. Ancienne limite de l'expansion égyptienne, comme en témoigne la stèle du pharaon Thoutmôsis III, Napata devient la capitale de la 25e dynastie égyptienne, aussi appelée royaume de Napata, qui domina près d'un siècle durant l'Égypte, du Nil bleu jusqu'au delta. Situé dans ce qui est aujourd'hui le centre du Soudan, le royaume dispose de nombreux atouts. De nombreux gisements exploitables de cuivre et d'or sont présents en Nubie, et l'agriculture y est possible le long du Nil selon les mêmes modalités qu'en Égypte, auxquelles on ajoute les pluies hivernales sahéliennes facilitant le pastoralisme. Des fouilles au Gash Barka ont mis en évidence des flux commerciaux, en particulier d'encens et de gommes aromatiques tirés de Boswellia, entre le sud de la péninsule arabique et la Méditerranée via le Bab el-Mandeb, la Nubie et les oasis du désert libyque. En effet, cette route permet d'atteindre la Méditerranée depuis l'Arabie sans passer par le Levant, et d'éviter ainsi les taxes qui y sont pratiquées. Certaines puissances occupant la région, comme les Assyriens durant le 8e siècle, ayant levé des taxes élevées, cette route africaine pouvait être avantageuse pour les marchands. Avec le règne du prince Alara puis celui du roi Kashta le Couchite, on assiste à la conquête de la Basse-Nubie puis de la Haute-Égypte. On peut alors considérer cette période comme l'apogée du royaume de Napata dont la dynastie réclame l'héritage de l'Égypte. En effet, devant l'anarchie qui y règne, Pianki intervient comme autrefois le vice-roi de Kush l'avait fait afin de rétablir officiellement l'ordre et garantir les cultes du double pays. C'est en tout cas l'intention affichée par le roi dans la stèle qu'il fait ériger à Napata et qui relate ses exploits, faisant notamment figurer la soumission des princes d'Égypte face à son pouvoir. En réalité, il est probable que la conquête ait été motivée par la volonté de s'attribuer les richesses de l'Égypte tout en contrôlant la quasi-totalité de la partie africaine de la route commerciale entre l'Arabie et la Méditerranée. Pianki, assuré d'une paix relative, entreprend alors une nouvelle politique de travaux agrandissant notamment le grand temple d'Amon dans sa capitale nubienne.